Pour plus de vidéos d'informations, abonnez-vous sur la chaîne YouTube de Thiaroye Info TV. Appuyez sur la cloche pour avoir des notifications. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de rester encore fidèles au programme de Thiaroye TV International. Bienvenue à ce 10e numéro de votre émission éducative dénommée Le Temps de Philosopher. Comme j'ai coutume de le dire, cette émission a pour objet de tenter de satisfaire la curiosité intellectuelle des élèves de terminale ainsi qu'aux amoureux de la sagesse. Alors, pour ce 10e numéro de votre émission éducative Le Temps de Philosopher, nous allons nous appesantir sur deux notions, à savoir la nature et la culture. Alors, il faut comprendre que dans le souci de prendre en charge personnellement son destin, l'homme évolue dans une nature hostile, défavorable, pauvre, sèche, en tout cas qui refuse très souvent de mettre à sa disposition tous les éléments dont il a besoin pour subvenir à ses besoins. Il est alors obligé d'exploiter la nature pour satisfaire convenablement ses besoins vitaux. L'acte par lequel l'homme transforme la nature de manière intelligente pour subvenir à ses besoins, c'est ce qu'on appelle le travail. Dès lors, on comprend que le travail est une forme culturelle, mais également le langage est une forme culturelle. Mais pour aujourd'hui, nous allons nous appesantir sur les notions de nature et de culture. Alors, pour comprendre la nature humaine, en tout cas pour définir la nature humaine, il sera certainement nécessaire de définir les notions de nature et de culture pour éviter toute confusion, tout amalgame. Dans un premier temps, il faut comprendre que les notions de nature et de culture sont ambivalentes. Elles sont polysémiques. Elles sont polysémiques, pourquoi? Parce qu'on verra que le mot nature englobe trois définitions, trois significations différentes. Dans un premier temps, la nature peut signifier l'environnement physique que l'homme a trouvé au monde à sa naissance et qui n'est pas son intervention. Elle renvoie à la flore, au fleuve, au cours d'eau, le ciel, la terre, le feu, que l'homme a trouvé au monde à sa naissance et qui n'est pas son œuvre. Cette conception de la nature peut être qualifiée de la nature hors de nous. La nature hors de nous, pourquoi? Parce que ce n'est pas l'œuvre de l'homme. La nature hors de nous, pourquoi? Parce que c'est une nature extérieure. Ça, c'est la première définition de la nature. Deuxième définition de la nature peut signifier l'organisation biologique de l'homme. Le patrimoine génétique, l'ensemble de ses traits biologiques, l'ensemble de ses traits héréditaires. Elle renvoie à la forme de la peau, elle renvoie au groupe sanguin, elle renvoie à tout ce que l'homme a hérité de ses parents. C'est ce qu'on appelle la nature en nous. Troisième et dernière définition de la nature peut signifier tout ce qui fait la quintessence, la subsistance, c'est-à-dire la particularité de l'homme. Ce que l'homme a en propre, c'est-à-dire la raison. Donc, de ce point de vue, on comprend que l'homme n'est pas seulement un être naturel, mais également il est un être culturel. Dès lors, la réflexion fondamentale qui mérite d'être posée, la question fondamentale qui se profile à l'horizon est de savoir qu'est-ce qu'on entend par culture. La culture, dans une première acception, dans un premier sens, peut signifier tout ce que l'homme ajoute à la nature. Autrement dit, la transformation intelligente, la transformation consciente que l'on fait sur la nature. Parce qu'au départ, la nature était hostile. Au départ, la nature était défavorable. Au départ, la nature était pauvre, elle était sèche. L'homme, à la différence de l'animal qui obéit à ses instincts naturels, à la différence de l'animal qui obéit à ses caprices, à la différence de l'animal qui obéit aux caprices de la nature, l'homme, en tant qu'être intelligent, en tant qu'être conscient, a la possibilité de créer des outils au préalable pour transformer des outils, pour transformer la nature. Donc, dès lors, on comprend Henri Louis Bergson lorsqu'il définit l'homme comme un homo faber. Il est un homo faber, pourquoi? Parce que l'homme est un être qui soit capable de créer des outils. Il est un homo faber, pourquoi? Parce que l'homme est un fabricant d'outils. Il est un homo faber parce que de toutes les créatures, de tous les êtres humains, l'homme est le seul être qui refuse d'être ce qu'il est. Il est le seul être qui refuse d'être ce qu'il est. Pourquoi? Parce que c'est un être intelligent et conscient. Grâce à son intelligence, grâce à sa conscience, l'homme a la capacité de transformer la nature pour produire une culture. Donc la culture renvoie, dans une première acception, la transformation intelligente faite par l'homme sur la nature. Ça, c'est la première définition de la culture. Deuxième définition de la culture, par culture, il faut entendre ce qui fait la civilisation de l'homme. Par culture, il faut entendre ce qui fait la manière de vivre d'un être humain ou bien de l'humanité. Dans cette perspective-là, on peut dire que l'homme est un être multidimensionnel, alors que l'animal est un être unidimensionnel. L'homme est un être multidimensionnel parce que l'homme est le seul être qui soit capable d'agir, d'exploiter la nature de manière intelligente. Par contre, l'animal est un être unidimensionnel. Pourquoi? Parce que l'animal n'a pas la capacité de transformer la nature de manière intelligente. Pourquoi? Parce que l'animal n'est pas doué d'intelligence, mais la vie de l'animal est caractérisée par la routine, la vie de l'animal est caractérisée par l'instinct. De ce point de vue, on comprend que l'homme est un être particulier au sein de la nature, comme le déclare Martin Buber, lorsqu'il affirme clairement, je cite, « L'homme est un cas de la nature ». Il est un cas de la nature parce qu'il est le seul être, la seule créature qui soit capable de transformer la nature de manière consciente. Voilà pourquoi ce qui résume toute la quintessence des propos du philosophe français, en l'occurrence René Descartes, lorsqu'il déclare clairement que, je cite, « Grâce à l'utilisation de la raison, l'homme parvient à être maître et possesseur de la nature. » Donc, grâce à la raison humaine,
Grâce à son intelligence, l'homme a le pouvoir, les aptitudes de transformer la nature à sa guise pour agir, pour transformer la nature de manière intelligente. C'est dans cette perspective-là qu'on peut dire que l'homme est un être composé de nature et de culture, contrairement à l'animal qui obéit aux lois de la nature. C'est dans ce sens qu'on peut comprendre le père de la philosophie moderne, en l'occurrence René Descartes, qui disait clairement, je cite, « Grâce à l'utilisation de la raison, l'homme parvient à être maître et possesseur de la nature. » À travers cette citation de Descartes, si vous voulez, à travers ce passage, Descartes veut nous faire comprendre que l'homme est le seul être qui soit capable de transformer la nature. Au préalable, il crée d'abord des outils pour agir sur la nature. Dans ce sens, on comprend que l'homme n'est pas seulement un être naturel, mais également l'homme est un être culturel. S'il en est ainsi, on peut être d'accord avec Edgar Morin lorsqu'il déclare l'homme est un être bioculturel. Il est un bioculturel parce que l'homme est un être composé du naturel et du culturel. De ce point de vue, on peut dire que l'homme se distingue fondamentalement de l'animal. Voilà en somme ce que je voulais apporter comme réflexion dans la perspective de réfléchir sur les notions de nature et de culture. Alors j'en viens maintenant aux différentes questions qui m'ont été posées lors de l'émission précédente. La première question qui m'a été posée est la suivante. Loin d'être une punition, le travail n'est-il pas un moyen de libération? Oui, d'une part, on peut dire que le travail est un moyen de libération parce que par le travail, ou bien la personne qui travaille, d'un point de vue pécuniaire ou bien d'un point de vue financier, elle est libre. Pourquoi? Parce que la personne qui travaille n'a pas besoin de dépendre d'une autre personne pour subvenir à ses besoins vitaux. Donc on peut dire que financièrement ou bien pécuniairement, le travail libère l'homme. Mais également d'un point de vue social, le travail libère l'homme. Parce que imaginez dans une société, la personne qui ne travaille pas en tout cas, elle n'est pas respectée, elle n'est pas considérée. C'est souvent qu'on parle, c'est dans ce sens qu'on parle de chômeur, ou bien cette personne qui ne travaille pas, même dans une famille, elle n'a pas la possibilité de donner son point de vue. En tout cas, ses opinions ne sont pas les bienvenues. Donc, analyser sous cet angle, on peut dire que le travail peut libérer l'homme pécuniairement, le travail peut libérer l'homme socialement, mais également le travail peut libérer l'homme des contraintes de la nature. Parce qu'à l'entame de mes explications, je vous ai fait savoir que l'homme, à la différence de l'animal qui obéit aux caprices de la nature, à la différence de l'animal qui ne se contente que de ce que la nature lui donne, l'homme étant un être conscient et intelligent, il exploite et transforme la nature de manière intelligente pour subvenir à ses besoins par le truchement, en tout cas par le biais du travail. S'il en est ainsi, on peut dire que le travail libère l'homme sous trois angles. Sous un angle social, sous un angle financier, et le travail également libère l'homme des contraintes de la nature. Analysant la réflexion, on pourrait même également être d'accord avec Jean-Marot Arouet, communément appelé Voltaire, lorsqu'il disait clairement que le travail nous libère de trois grands mots. Je cite, l'ennui, le besoin et le vice. De ce point de vue, on peut dire que le travail est synonyme de liberté. Deuxième question, le travail n'est-il pas méprisé? Oui, dire que le travail est méprisé revient à évoquer le caractère aliénant, le caractère coercitif, en tout cas le caractère dégradant du travail, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'après avoir analysé de fond en comble les relations entre les bourgeois et les prolétaires, des marxistes comme Karl Marx, ils ont fustigé, ils ont dénoncé farouchement la manière dont les bourgeois avaient tendance à exploiter, à dominer, à instrumentaliser les prolétaires. Une telle perception pourrait nous pousser à dire que le travail pourrait être considéré comme une activité qui mérite d'être méprisée. Pourquoi? Parce que dans ce cadre de travail, l'homme n'est pas libre, mais il est exploité, il est dominé. Voilà pourquoi dans la Grèce antique, le travail physique était une activité exclusivement réservée aux esclaves et le travail intellectuel était réservé aux hommes libres. C'est dans ce sens d'ailleurs que nous pouvons comprendre Platon lorsqu'il déclare clairement, je cite, « Les âmes bien nées ne doivent pas travailler ». Par l'expression âme bien née, il faut comprendre que Platon fait allusion aux philosophes et aux hommes d'État. Donc aux yeux de Platon, on comprend que les philosophes et les hommes d'État ne doivent fournir aucun effort physique relevant du travail. Donc on comprend dans ce sens que dans la Grèce antique, le travail physique était exclusivement non seulement réservé aux esclaves, mais la personne qui travaillait en utilisant sa force physique n'était pas respectée, elle était marginalisée, elle était intimidée, elle était exclue au sein de la société. Troisième question, pourquoi Karl Marx déclarait que le travail mortifie le corps et ruine l'esprit? Je pense que cette question, je l'ai évoquée tout à l'heure, quand j'ai évoqué la fameuse dialectique, la fameuse relation, en tout cas les relations entre les bourgeois et les prolétaires, la manière dont les bourgeois avaient tendance à confisquer, en tout cas à voler, le fruit de la dure labeur des prolétaires. Donc si Karl Marx pense que le travail, estime que le travail mortifie le corps et ruine l'esprit, Karl Marx est en train d'axer sa réflexion sur le caractère pénible, sur le caractère en tout cas contraignant et coercitif du travail. Donc aux yeux de Karl Marx, le travail aliéné nous fait perdre notre liberté, le travail aliéné nous fait perdre notre dignité, le travail aliéné empêche à l'homme de créer, d'être libre, d'avoir une créativité, une liberté et une indépendance totale. Cinquième question, me semble-t-il,
Qu'attend-on sur la philosophie du mouridisme, en l'occurrence Cheikh Ahmadou Bamba, à savoir travailler si comme vous ne devez jamais, comme si vous devrez vivre éternellement, et prier comme si vous devrez mourir à l'instant. Alors, ces propos du fondateur du mouridisme, en l'occurrence Ahmadou Bamba, semblent évoquer le caractère important, si vous voulez, la primauté du travail. Alors, si Ahmadou Bamba dit que travailler comme si vous ne devez jamais mourir, et adorer Allah, si vous voulez, comme si vous devez mourir aujourd'hui, Ahmadou Bamba semble évoquer non seulement l'importance du travail, mais également Ahmadou Bamba semble laisser entendre que le travail est un moyen par lequel et dans lequel la créature s'approche de son créateur. Mieux encore, je pourrais dire que le travail est un acte de dévotion. Le travail est un acte de dévotion dans la mesure où il permet à l'homme de se démarquer, en tout cas, de l'oisiveté, il permet à l'homme de se démarquer de la passivité, il permet à l'homme de s'approcher de son créateur, dans la mesure où celui qui travaille, comme on dit souvent à Wolof, liggéey jaamu Yàlla, celui qui travaille s'approche de son créateur. Pourquoi? Parce que le travail est quelque chose qui est béni par Dieu. Dans le même ordre d'idées, pour corroborer en tout cas les propos d'Ahmadou Bamba, on pourrait évoquer la fameuse position de Saint Paul qui, dans la Bible, déclare clairement, je cite, que celui qui ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. À travers ces deux affirmations similaires, à travers ces deux affirmations en tout cas comparables, à travers ces deux affirmations homogènes, on comprend que l'être humain, par le travail, il est capable de se démarquer du péché, si je peux m'exprimer ainsi. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, dans la perspective des protestants et dans la perspective des juifs, parce qu'aux yeux des protestants et des juifs, le travail est sacré. Le travail est un moyen par lequel l'être humain rend hommage à Dieu, l'être humain s'approche de Dieu. Par le travail, l'être humain parvient à se libérer de ses péchés. Par le travail, l'être humain parvient à gagner le salut, c'est-à-dire la récompense de Dieu. Donc s'il en est ainsi, on peut dire que le travail permet à l'homme de nous approcher du Créateur. Dernière question, qu'est-ce que le travail aliéné et qu'est-ce que l'aliénation? Alors, pour répondre à cette question, il me semble fondamental de faire une élucidation, c'est-à-dire une analyse conceptuelle. D'abord, qu'est-ce qu'on entend par travail aliéné et qu'est-ce qu'on entend par aliénation? De prime abord, il faut comprendre qu'il y a ce qu'on appelle des caractéristiques du travail aliéné. Un travail est dit aliéné lorsque l'individu perd sa liberté. Un travail est dit aliéné lorsque l'individu perd sa dignité. Un travail est dit aliéné lorsque l'individu perd sa créativité. Un travail est dit aliéné lorsque l'individu perd sa volonté. Donc un tel travail n'est pas source d'humanisation, mais un tel travail pourrait être qualifié source de déshumanisation. Donc on comprend dans ce sens que le travail aliéné empêche à l'homme d'être libre. Le travail aliéné nous empêche de créer, de manifester librement notre volonté. C'est la raison pour laquelle tout à l'heure j'ai évoqué la manière dont la Grèce antique évoluait jadis. Parce que le travail aliéné dans l'Antiquité grecque, le travail aliéné, le travail physique était une activité spécifiquement réservée aux esclaves, à tel point que les esclaves n'étaient pas respectés, ils étaient marginalisés, ils n'avaient pas une considération au sein de la société. Donc, qu'est-ce qu'on entend par aliénation? Il y a aliénation quand on parle d'assujettissement. Il y a aliénation quand on parle de contrainte. Il y a aliénation quand on parle de privation de la liberté. Il y a aliénation lorsque la liberté elle est morte et enterrée. Donc ces deux notions, à savoir le travail aliéné et l'aliénation, semblent aller de pair. Elles semblent aller de pair dans la mesure où, dans le cadre du travail aliéné, l'homme n'est pas libre mais il est exploité, il est dominant. C'est la raison pour laquelle, après avoir analysé de fond en comble les relations entre ce qu'on appelle le maître et l'esclave, le philosophe allemand, en l'occurrence Hegel, évoque ce qu'on appelle la dialectique du maître et de l'esclave. Cette dialectique du maître et de l'esclave laisse entendre que l'esclave qui dépend du maître, l'esclave qui obéit aux injonctions, aux commandements du maître, n'est pas libre. Pourquoi? Parce qu'il est exploité, il est dominé, il agit sous la dictature de son maître qui lui donne des ordres. Dans la même mouvance de montrer que le travail aliéné ou bien l'aliénation nous empêche d'être libres, on pourrait évoquer l'exemple, le fameux exemple de Victor Hugo dans son ouvrage intitulé Mélancolia, où Victor Hugo dénonce farouchement la manière dont les enfants travaillent dans des conditions méprisables, dans des conditions horribles, dans des conditions qui ne sont pas idoines et salvatrices. L'écrivain français dénonce la manière dont les enfants travaillent dans des mines. Ces enfants qui travaillent dans des mines pourraient être considérés comme de l'exploitation. Ces enfants qui travaillent dans des mines pourraient être considérés comme de l'aliénation dans la mesure où ils sont exploités, ils sont dominés, ils sont instrumentalisés. Donc voilà en somme la quintessence des réponses que je voudrais apporter pour répondre à toutes les questions qui m'ont été posées lors de l'émission précédente. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de votre émission, Le Temps de Philosopher. Merci beaucoup. Pour plus de vidéos d'informations, abonnez-vous sur la chaîne YouTube de Thiaroye Info TV. Appuyez sur la cloche pour avoir des notifications.